chaque minute qui passe, il y a un décès dû à l'accident vasculaire cérébral AVC. Il faut agir vite pour les cerveaux. C'est le mot d'ordre pour l'année 2014 en marge de la célébration de cette journée. Épargner en RDC pour un avenir, oui c'est possible. Cette journée internationale de l'épargne est célébrée du 29 au 31 octobre pour sensibiliser la population à la culture d'épargne. C'est l'université de Bukavu qui va représenter la RDC au concours de Niamey prévu en 2015 sous l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge. Antena, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. Heureuse de vous informer, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République, Joseph Kabila, séjourne depuis ce mercredi 29 octobre à Beni, où il est allé compatir avec la population de ce coin meurtri par les attaques des ADF Nalou. Il a en même temps lancé les travaux de réhabilitation de la route Beni-Kassindi. Toujours ce mercredi, avant son arrivée, les ADF Nalou ont tout de même attaqué le camp militaire des FARDC situé à 40 km de Beni et la station Sep Congo Angadi. Les détails avec notre correspondant sur place, Hyacinthe Kombe, joint au téléphone par Anne-Marie Ossite. Le président congolais Joseph Kabila Kabange est arrivé à Beniville dans l'après-midi de ce mercredi 29 octobre en provenance de Kisangani, où il a inauguré le pont 2. À l'aéroport international de Maviville, le chef de l'État a été accueilli par le ministre national de l'Intérieur, Richard Mouyes Manguesmas, et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga. De l'aéroport de Maviville, la délégation du président de la République s'est dirigée à sa résidence située au quartier Belenkoul et dans la commune Béou, où il devait prendre d'autres dispositions avant de se prononcer à la population. Joseph Kabila est venu combattre avec la population de Beni, victime du récent massacre des ADF. Il a fait des travaux d'amélioration de la route nationale numéro 4 Beni Butembo et Beni Kassindi. Bien avant l'arrivée du chef de l'État, les rebelles ougandais d'ADF ont voulu piller cette nuit la station Sep Congo située au quartier Ngadi. Sur place, l'élément ADF a été tué. Nolodela, à 12 km de la cité de Ucha, c'est le camp militaire de FARDC qui a été la cible de ces rebelles. Bilan, un élément ADF abattu sur les chats et d'autres se sont dirigés dans la pousse. Beni Yassine Kombi, Antenne 1. Second titre de l'actualité, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo est intervenu lundi 27 octobre à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies où il a évoqué des questions liées au désarmement des FDLR, au rapatriement des M23 et des questions liées aux droits de l'homme. La restitution de son intervention est intervenue ce mercredi 29 octobre au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies, point de presse qui a connu la participation de Sylvie Fortuné-Mboula et Josène Belibele. Au cours de la réunion du Conseil de sécurité le lundi dernier, Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a reconnu que le processus de désarmement volontaire de FDLR est dans une impasse. Après le 2 janvier 2015, aucune excuse ne saurait justifier un nouveau délai car la crédibilité de l'ONU, du gouvernement congolais et de la région est en jeu. Je cite, « Poursuivre cette lutte dans la jungle sera un combat long et difficile. Il y aura beaucoup de victimes, je ne le souhaite pas, mais il appartient au FDLR d'empêcher que ces scénarios se réalisent. » Fin de citation. En ce qui concerne le 1-23, Martin Kobler exhorte le gouvernement de la RDC à accélérer les demandes d'amnistie échues et à finaliser la feuille de route pour les ex-1-23 DDR. Car, a-t-il souligné, la défaite militaire de 1-23 ne fera pas long feu si les déclarations de Nairobi ne sont pas mises en application rapidement. À Kinshasa, le directeur adjoint du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a révélé que 150 violations de droits de l'homme ont été enregistrées sur le territoire congolais. L'ensemble des agents de l'État, dont les militaires des FARDC, seraient responsables d'environ 66%, suivis des combattants de groupes armés.
Et en bref, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda, a reçu ce mercredi 29 octobre le commissaire général du Forum mondial de la langue française, Philippe Suinem. Ils ont parlé de l'organisation de la 2e édition du Forum de la langue française à Liège en Belgique. Le ministre Raymond Tchibanda et le nonce apostolique Adolphe Tito, accompagné du président de la CENCO, ont fait le point sur les négociations relatives au renouvellement de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo qui viennent de se clôturer positivement. Nous vous le disions hier, Kinshasa va désormais abriter le siège du réseau de savoir électoral en Afrique centrale, RESEAC. Les 9 pays membres de ce réseau se sont accordés ce mercredi 29 octobre 2014 à adapter le statut pour participer réellement à la construction de la démocratie dans cette sous-région africaine. Un reportage signé par Eric Izami et David Emili. À Kinshasa, 9 pays membres du réseau du savoir électoral en Afrique centrale ont ensemble réfléchi et adapté les statuts de cette structure sous-régionale pour l'organisation des élections réussies. La rencontre de Kinshasa a retenu la capitale de la RDC comme siège du RESEAC. Exprimer encore une fois ma gratitude à l'endroit de la commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, et particulièrement à l'endroit de son président, Abbé Apollinaire Moulongo Malou, en ce que l'initiative prise il y a simplement à peine 5 semaines à Libreville, au mois de septembre 2014, a finalement produit tous ses fruits. Et les efforts doivent être maintenus pour transformer les moments d'après la proclamation de résultats électoraux en fait plutôt qu'à autre chose. Les échanges d'expériences, le renforcement des capacités, non simplement des membres du RESEAC, mais aussi de toutes les parties prenantes au processus électoral dans notre sous-région. Et plus en plus, les citoyens en Afrique ouvrent l'œil quand il s'agit de la gestion de leurs pays respectifs. Ainsi, le choix des futurs dirigeants africains devrait s'opérer dans le respect de la volonté du peuple. Écho de nos provinces, les peuples autochtones ont marché le week-end dernier à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, afin de remercier le chef de l'État pour la réouverture de l'Assemblée provinciale de cette province. Cette marche a été marquée par le dépôt des mémorandums au siège de la MONUSCO et de l'Assemblée provinciale à Mbandaka. Sylvie Fortuné-Mboula et Solange Koualé-Pembele, reportage. Bravant l'opposition des autorités politico-administratives à l'organisation de cette marche, le peuple autochtone, le membre de la société civile et ceux de la majorité présidentielle ont pris d'assaut les principales artères de la ville de Mbandaka afin de remercier le chef de l'État pour sa décision de rouvrir l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La marche pacifique est partie de la maison communale de Wangata, située à quelques mètres de l'université de cette ville, jusqu'au siège de la MONUSCO où un mémo a été déposé en passant par les avenues Bonsomi, Libération et Bolengue. Loin de s'y fatiguer, les manifestants ont poursuivi leur marche jusqu'au siège de l'Assemblée provinciale où un autre mémo a été déposé entre les mains du président de cet organe délibérant. Ceux-ci, ils ont à l'occasion manifesté leur soutien au gouverneur élu, Louis Alphonse Koyegielo, à qui la population souhaite déjà un bon retour de l'Afrique du Sud où il séjourne. De retour à Kinshasa, le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, a réuni comme d'habitude tous les mercredis les services mobilisateurs des recettes. Les régies financières ont dans l'ensemble respecté leur assignation, voire même dépassé. Et c'est Jean-Louis Miassekama qui nous en parle. La fin du mois d'octobre pousse à faire le bilan. Mais le vice-argentier national se veut plus circonspect. Nous ne sommes pas à la fin du mois, nous sommes à la dernière semaine du mois, mais qui ne clôture pas encore les mois. Les tendances du mois d'octobre sont supérieures à celles de septembre, et même mieux que les propres assignations mensuelles. La DGDA a positionné comme recette certaine 130 milliards, aujourd'hui elle est à 122 milliards, et à la fin du mois, elle sera entre 130 milliards
et 155 milliards. Ça, c'est un bon comportement. La DG également, elle a annoncé pour ces mois 125 milliards. Elle pourra atteindre entre la fourchette de 125 milliards et 150 milliards. La Direction générale des impôts a une grande échéance en novembre. Roger Choulungou a un message. Faire preuve de civisme fiscal, parce que le civisme ne concerne pas seulement les agents du fisc, ça concerne aussi les contribuables. Le message est clair, le civisme fiscal pour tous. Ce qui est dit est dit. On reste en économie pour vous dire que épargner pour un avenir en République démocratique du Congo, oui, c'est possible. C'est le thème de la 4e édition de la Journée internationale de l'épargne en République démocratique du Congo. C'est le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui a ouvert ces journées. C'était en présence des ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, de celui de l'industrie petite et moyenne entreprise, Rémi Moussoungaï, et du président de l'association congolaise des banques ACB, Michel Losembe. Reportage Patricia Mouli sur les images de David Temeni. Pour la tenue des assises se rapportant à la 4e édition de la Journée internationale de l'épargne en RDC, la Banque centrale du Congo a choisi l'espace échangeur délimité. Pour la journée d'ouverture, 3 personnalités se sont succédées au podium pour leur discours. D'abord, le président de l'Association professionnelle de crédit et d'épargne, ensuite le président de l'Association congolaise de banques et enfin le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Si dans son speech, le président de l'Association congolaise des banques a appelé les Congolais à la culture de l'épargne, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, lui, a plutôt relevé son importance et la nécessité de sa pratique. Il a été observé ce qui suit, l'engouement des jeunes et le bouche à oreille qui a bien fonctionné entre eux, de sorte que des parents ont été amenés à ouvrir des comptes pour leurs enfants. C'est pourquoi l'Institut d'émission, avec le concours de tous les acteurs intéressés, s'engage à poursuivre son action et à participer à l'élaboration d'une stratégie nationale de l'éducation financière visant la conscientisation aux vertus, aux bienfaits intégrés des collectifs de l'État. Après l'ouverture, le premier panel développé par le DGKMB de la Banque centrale du Congo a expliqué les dispositions prises pour promouvoir l'épargne. En marge de ces assises, une mini-foire des institutions financières est organisée au sein du même espace. Nous participons à la Journée internationale de l'épargne aujourd'hui parce que nous pensons que c'est un levier économique très important, notamment au niveau national, tant au niveau de la population, notamment pour la population de masse, tout simplement parce que l'épargne aujourd'hui permet de stabiliser la masse économique et financière, permet de financer les entreprises, permet aussi de donner une stabilité à la consommation. L'épargne nationale est la ressource qui soutient les investissements dans un pays. Sans investissement, il n'y a pas de croissance et donc point de développement. L'actualité ce 29 octobre, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la lutte contre l'accident vasculaire cérébral. Agir vite pour le cerveau et le mot d'ordre maintenu pour l'année 2014. À propos, nos reporters se sont entretenus avec un docteur pour qu'il puisse nous éclairer sur ce phénomène AVC. Suivez. L'accident vasculaire cérébral tue ou peut laisser des séquelles irréversibles, notamment la paralysie, les engourdissements brutaux d'un côté du corps, la diminution très brutale de la vision de l'œil, etc. Notons que chaque année, les centres de santé reçoivent au moins 1000 victimes à propos du dit accident. Raison pour laquelle agir vite pour le cerveau est le mot d'ordre de cette journée internationale célébrée le 29 octobre. L'objectif principal de la dite journée est essentiellement de sensibiliser le maximum des personnes à cette grande cause de santé publique en les incitant à se rendre chez le médecin pour connaître leur pronostic vital afin de lutter contre les premiers symptômes. Comment alors se définit ce type de maladie? Éviter les facteurs favorisants. C'est-à-dire si on est déjà déclaré hypertendu, on doit maintenant voir comment vivre avec l'hypertension sans arriver aux accidents. C'est-à-dire on doit vivre d'abord avec une tension contrôlée ou sous traitement. C'est-à-dire on va gérer l'hypertension en prenant les médicaments, en respectant le régime alimentaire. Nous mettons vraiment beaucoup d'accent sur le régime alimentaire et aussi en faisant des exercices physiques pour
diminuer le poids. Selon les informations à notre profession, les enfants aussi sont souvent victimes de l'AVC. C'est pourquoi l'association AVC de l'enfant a été créée en France pour informer les parents sur la maladie. Il convient de savoir que les risques d'être frappé de l'AVC s'accroît régulièrement à partir de 55 ans. Le tabagisme, l'hypertension artérielle et enfin l'alimentation non équilibrée sont également cités comme cause de cette maladie. Dans un autre registre, les journées pédagogiques du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication axées sur la publicité des boissons alcoolisées dans les médias se sont clôturées hier mardi. Les participants ont recommandé au gouvernement d'initier un projet de loi fixant ayant trait aux boissons alcoolisées dans les médias. Sylvie Fortuné-Mboula et Josène Belebele. 2 journées pleines auront suffi pour que les participants à cet atelier organisé par le CESAC formulent des recommandations utiles ayant trait à la réglementation de la publicité de boissons alcoolisées dans le média. Certaines de ces recommandations ont été adressées au gouvernement et au CESAC. On a initié un projet de loi fixant les normes applicables à la publicité en général et sur la publicité de boissons alcoolisées dans les médias en particulier dans notre pays. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, de faire l'application des sanctions pour tout contrevenant et sur le non-respect de la législation en matière de publicité, de vulgariser la typologie publicitaire en définissant les formats, d'assurer une formation des annonceurs. Les annonceurs et les agences de publicité ont aussi en le leur. D'exiger aux agences de présenter la preuve qu'elles sont reconnues au CESAC avant de signer un quelconque contrat avec elles. Les publicités ne doivent pas systématiquement cibler le public jeune. Quant aux médias et professionnels de médias, ils doivent faire preuve de beaucoup de responsabilités. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi, a apprécié et loué les cogitations de ces 2 jours utiles et pour avoir jeté des bases d'une intelligente réglementation. La publicité ne doit en aucun cas, par sa présentation, banaliser la consommation de boissons alcoolisées, ni donner l'impression que l'image et le message véhiculé, pourtant dangereux, est accepté par la société, a conclu le président du CESAC. Et puis les stratégies nationales de protection des défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo ont fait l'objet d'un atelier ce mardi 28 octobre organisé par les défenseurs des droits de l'homme. Cette rencontre a eu lieu dans la salle polyvalente Le Paradis dans la commune de Lingwala. Nadia Koulenfouka, Josène Belebele. Les activistes de droits de l'homme, toutes tendances confondues, se sont réunis pour discuter sur les stratégies nationales de protection des défenseurs de droits humains en République démocratique du Congo. Pour Maître Sylvain Loum, coordonnateur du comité des suivis, la rencontre a été une belle occasion de plaider pour une reconnaissance officielle du statut des défenseurs de droits de l'homme. D'abord, en priorité, l'adoption d'une loi de protection des défenseurs des droits humains au niveau de notre Parlement. Ensuite, nous allons initier la révision et donc apporter notre philosophie par rapport à la loi cadre du barreau qui est en train d'être en discussion au niveau du Parlement. Nous allons également initier un cadre de concertation entre tous les réseaux qui interviennent dans la protection et la défense des droits humains, principalement les différents réseaux qui ont déjà initié des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains. Pour ce qui est de la mise en place des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme, au stade actuel, une liste a été déposée au Parlement et n'attend que sa proclamation. La société civile qui y est chargée, notamment par la loi pour désigner les candidats à cette commission, a déjà fait son travail. Il y a 19 candidats qui ont été désignés par les différents groupes thématiques. Et ces candidats, cette liste a été déjà transmise au niveau de l'Assemblée nationale et nous pensons que l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée durant la semaine qui vient pourrait procéder à la désignation des différents candidats.
Pour le gouvernement, il lui est demandé d'amender les décrets portant création de l'entité des liaisons en vue d'éviter un conflit de compétences entre ce mécanisme et la future CNDH. Et puis l'université de Bukavu au Sud Kivu a été sacrée championne avec 88% en rapport avec le concours organisé à Kinshasa par le CICR sur le droit international humanitaire. Avec cette mention, elle va donc représenter le Congo-Kinshasa au concours régional de 2015 à Niamey, au Niger. Eric Izami, David Temeni. L'université de Bukavu dans le Sud Kivu a été sacrée championne à l'issue de cette compétition. Sans manger pendant 3 jours pour se concentrer à ces concours, Amouli Feza Nadine, par cette victoire, est débordée de joie. Franchement, en ce moment, la joie est tellement immense. Je dirais que je suis ivre de joie. Franchement, je manque à dire. Les concepts devraient faire mouche dans la promotion de la paix parmi les humains, le droit international humanitaire. À quoi il rime? C'est l'ensemble des normes coutumières et conventionnelles qui régissent la conduite des hostilités, mais aussi les moyens et méthodes de guerre. Deuxième du concours, c'est la place qui revient à l'université de Kinshasa. Et Yannick Miteyo promet de partager les connaissances acquises des droits internationaux humanitaires à ses camarades. La transmission se fera dans nos salles d'études. On va en parler avec les amis, en débattre, faire des échanges sur les différentes matières afin de permettre à ceux qui n'ont pas participé de bénéficier aussi de ce que nous avons acquis ici. Le rendez-vous est pris pour 2015 où l'université de Bukavu ira représenter la RDC à Niamey au Niger pour un autre concours que le CICR va organiser cette fois-là au niveau régional. J'ajoute que l'université de Bukavu a été suivie par celle de Kinshasa qui a obtenu 80%. Les femmes syndicalistes de la République démocratique du Congo sont en convention de renforcement des capacités sur le leadership de la femme travailleuse depuis hier au centre Wallonie-Bruxelles. Durant 3 jours, elles vont réfléchir et échanger sur le thème « L'engagement de la femme au syndicat, voie de l'éveil de son leadership ». Les détails avec Jusen Belebe et Ricardo Bakwa. Après l'état des lieux du salaire des travailleurs congolais, l'heure est à la formation de membres de la plateforme syndicale Union fait la force. Ces assises ont pour objectif de pouvoir lancer un cri vers les femmes travailleuses, de savoir défendre leurs droits et de pouvoir militer toujours pour aller de l'avant dans le leadership féminin. L'heure est à la prise de conscience de toute femme en ce qui concerne son leadership. Alors, nous prenons toujours la parité, mais nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que la parité doit se donner sur un plateau d'or. Il convient de signaler cependant que cette convention est menée pour la promotion égalité des chances hommes et femmes dans le milieu du travail. Et puis en hospitalisation à Londres, le président zambien est décédé ce mardi. L'homme d'État zambien a été élu président depuis le 28 octobre 2014. Il a été longtemps membre du parti au pouvoir MDD avant de créer sa propre formation politique, le Front patriotique. Le portrait du défunt président zambien dans cet élément de Papi Katasi. Michael Chilufya Sata, né le 6 juillet 1937 en Pika et mort à Londres le 28 octobre 2014, est un homme politique zambien, chef du Front patriotique. Il était président de la République depuis le 23 septembre 2011. Ancien gouverneur de Lusaka dans les années 90 et membre du parti au pouvoir, le MDD, Michael Sata quitte ces derniers pour rentrer dans l'opposition et y fonder le Front patriotique. C'est sous la bannière de celui-ci qui se présentera à 4 reprises à l'élection présidentielle, remportant la magistrature suprême en 2011. Candidat à l'élection présidentielle de 2001, il recueille 3,4% des voix lors des législatives qui se tiennent le même jour. Son parti obtient 28% des suffrages et un seuil de 159 sièges du Parlement. Des nouveaux candidats en septembre 2006, il recueille cette fois-ci 29,37% des voix, loin derrière le président sortant 42,98%. Suite au décès du président Mwanawasa, Sata fait à nouveau acte de candidature pour l'élection présidentielle du 30 octobre 2008.
En tête dans les premiers résultats, il est finalement battu de justesse par le président par intérim Rupiah Banda, dénonçant de nombreuses fraudes. Il annonce qu'il va déposer un recours en vue d'obtenir un nouveau décompte des bulletins. Michael Sata est mort mardi soir à l'hôpital King Edward VII dans le centre de Londres. L'établissement a refusé de commenter ces informations. Michael Sata, 77 ans, a quitté la Zambie le 19 octobre pour être soigné dans la capitale britannique. Il était accompagné par sa femme et les membres de sa famille. Aucune autre information n'a été donnée depuis. On ignore la nature de sa maladie. À son absence, Edgar Lungu, ministre de la Justice, avait présidé les cérémonies marquant le 50e anniversaire de la Zambie. Constitutionnellement parlant, c'est le vice-président Gus Scott qui assumera l'intérim jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. C'est bien dommage pour le peuple zambien que son âme repose en paix. En sport, les commissaires juges de la Fédération congolaise de cyclisme sont à l'école du savoir avec l'organisation d'un séminaire à leur intention. Durant une dizaine de jours, ils vont apprendre les différentes approches et méthodes d'une course de cyclisme. Le séminaire ouvert hier a comme cadre le comité olympique congolais. Reportage signé Papi Katassi. À la Fédération congolaise de cyclisme, l'État est à la formation. C'est ainsi qu'il s'organise depuis le mardi 28 octobre un séminaire axé sur la formation des commissaires juges de cette discipline de la bécagne. L'amélioration de la qualité des services qu'ils auront à pourvoir dans l'avenir à chaque fois qu'ils seront requis. Ainsi, pendant 20 jours, ils auront à apprendre la matière qui sera dispensée par des experts hautement qualifiés de l'UCI et recevront après le test et l'évaluation des diplômes qui les consacreront aux commissaires et juges. Le comité olympique congolais qui accueille ces séminaires s'est dit heureux de l'organisation du dit séminaire. Je voudrais te souhaiter bonne chance à monsieur l'expert, monsieur Mayala Célestin. C'est un ancien expert de l'UCI qui a fait ses preuves à travers l'Afrique. Et je pense qu'avec lui, vous allez bénéficier d'un enseignement des valeurs, un enseignement que vous devrez intégrer et puis en faire usage au niveau de nos provinces respectives. À titre de rappel, au cours de cette formation dispensée par un expert de l'Union du cyclisme international, les formés vont apprendre plusieurs techniques liées à l'organisation d'une course cycliste. Ces séminaires précèdent l'organisation de la prochaine Coupe du Congo de la bécagne prévue à Kisangani le mois prochain. Avant de nous quitter, un clin d'œil sur l'actualité parue dans la presse écrite ce mercredi 29 octobre. Suivez. Bonsoir à tous. Commençons par cette information qui titre les dépêches de Brazzaville. Désarmement des FDLR, la date butoir fixée au 2 janvier 2015. En cas d'échec du processus de désarmement à cette échéance, une action militaire contre les éléments réfractaires de ces mouvements rebelles rwandais est inévitable, a prévenu Martin Kobler à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité consacré à la RDC tenue à New York. Et à Forum des As d'ajouter le dernier avertissement de Kobler au FDLR. Vous avez 2 mois pour désarmer, sinon c'est les feux, menace le patron de la mission onusienne en RDC. La référence plus renchérie, les FDLR ont 2 mois et 6 jours pour désarmer. En politique encore, après l'Allemagne, écrit la prospérité, Matata aujourd'hui à Amsterdam, au journal La Référence Plus, de relayer cette même information. La vision de Joseph Kabila séduit les Occidentaux. Le Premier ministre arrive ce mercredi 29 octobre à Amsterdam pour une visite de travail hautement économique de 3 jours en vue de raffermir le lien économique entre la RDC et le Royaume de Pays-Bas. Le palmarès s'exclame sur le portefeuille de l'État qui est en danger à l'Assemblée nationale de se réveiller. Désormais, plus question de confier une entreprise publique à un mandataire qui ne s'engage pas sur la base d'un contrat de performance assorti d'un timing incompressible.
Pour le confrère, la représentation nationale doit exiger de travailler sur la base d'un acte d'engagement. Ceci pourra éviter ainsi la catastrophe qui se dessine à la SNEL. Les chefs d'État et des maires attendus à Kinshasa pour la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones prévu du 3 au 7 novembre 2014, indiquent les dépêches de Brazzaville. Et pour finir, sachez qu'avec le retour de Dame la pluie, d'énormes dégâts hier à Kinshasa, selon Forum des As. Dans la capitale congolaise, la route de Kimwenza coupée, tandis qu'au sud Kivu, plus de 100 corps engloutis à Calais. C'est tout pour ce soir. Au revoir. Merci Patricia Moulileka pour cette belle revue de presse. C'est la fin de ce journal. Juste après, vous aurez droit à une page publicitaire qui sera suivie par un peu d'humour. Le gag intitulé Le Tribunal à 21h. Vous aurez droit au théâtre du Troupe Sans Souci. Et je vous retrouve à 22h pour le compte de l'émission Analyse dans laquelle je reçois pour vous M. India Omari, communicateur de la majorité présidentielle. Merci encore une fois. C'était un réel plaisir de vous avoir présenté ce journal.